je vais commencer par montrer un petit peu ce qui se passe aujourd'hui au niveau européen. Et ensuite, mon collègue Amor parlera plus de la déclinaison en France. Et on aura, je pense, deux projets, deux cas d'études très intéressantes qui termineront un petit peu cette partie de réemploi. Alors, le projet de réemploi Advance. Et je vais commencer un petit peu par une introduction générale sur le réemploi. Je pense aujourd'hui, tout le monde connaît un des défis majeurs qui est la réduction de l'empreinte environnementale de la construction. Et le réemploi peut contribuer d'une manière assez intéressante. Ici, j'ai aussi montré quelques images de projets un peu phares qui ont été réalisés en réemploi. Là, je choisis exprès des projets un petit peu au niveau européen et après, on verra des projets très intéressants aussi en France. Alors, on voit notamment à droite une tribune qui est aujourd'hui une tribune de stade et initialement, elle faisait partie du centre aquatique des JO de Sydney. On a aussi un stade de foot ici et la particularité de réemploi, c'est les poteaux qui supportent la couverture du stade. Ce ne sont pas des éléments en acier de construction, mais plutôt des tubes de l'industrie de pipeline. Alors on a aussi un réemploi d'une industrie à l'autre. Voilà, après aussi une station de métro, mais comme j'ai dit, aussi des projets plus, disons, pied à terre, comme un hall commercial qui a été réemployé. Voilà. Au niveau de l'acier, je pense qu'on a des grands avantages pour le réemploi, car les structures, généralement, on peut les déconstruire. Il y a énormément de projets qui ont été déjà réalisés et c'était plutôt une approche au cas par cas. Et tout récemment, on a commencé à essayer de structurer plus cette approche de réemploi. Voilà, et on voit aussi, et je pense dans les projets d'études de cas tout à l'heure, on verra aussi qu'il y a un peu différentes configurations sur le réemploi et les modèles économiques. Et ce qu'il ne faut pas oublier non plus, le réemploi, ce n'est pas uniquement une fois. Il y a aussi des projets dans lesquels on a vu un réemploi, même là, ici, 2 fois. Un premier hall plutôt aéronautique en Angleterre, qui a été construit pendant la Deuxième Guerre mondiale à Londres, qui ensuite a été réemployé aux Pays-Bas, également à l'aéroport, et finalement qui a terminé aujourd'hui comme une station de gare routière. Et peut-être elle aura encore une future vie dans une autre utilisation. On parle beaucoup du réemploi dans le domaine du bâtiment, mais on voit aussi qu'un réemploi peut être possible pour d'autres types de structures comme les passerelles. Et ici, le deuxième exemple montre aussi 2 réemplois d'une passerelle qui a été initialement construite pour l'exposition universelle mondiale à Bruxelles et ensuite qui a été réemployée 2 fois en Allemagne. Alors, on a vraiment un très bon potentiel du réemploi dans le domaine de la construction métallique. Mais ce qui est important aussi à garder en tête, le réemploi, ça se décide avant le début du démontage, car il y a des méthodes, disons, plutôt classiques de déconstruction et ces méthodes vont empêcher un réemploi. Alors, il faut vraiment réfléchir au début du projet si le réemploi est possible ou pas, et envisageable et intéressant. Maintenant, je vais parler un tout petit peu du contexte réglementaire au niveau européen. Alors, vous connaissez certainement beaucoup de personnes d'entre vous, au moins le règlement produit de construction, qui est en lien avec le marquage CE, par exemple des fixations mécaniques, des poutrelles. Voilà. On a un règlement aujourd'hui qui s'applique pour tous les domaines des éléments et qui date de 2011. Et on a eu 2 utilisations du terme réutilisation. Voilà, c'était des utilisations dans des paragraphes vraiment pas très importantes. Là, aujourd'hui, le règlement a été révisé et le réemploi, la réutilisation a pris une part beaucoup plus importante. Alors déjà, au niveau européen,
on a un contexte assez favorable pour le réemploi. Ensuite, étant donné qu'on connaît ce règlement et ce contexte réglementaire au niveau européen, nous, au niveau de la normalisation, on a également commencé à travailler. Vous savez, dans le domaine de la construction métallique, on a deux aspects. Il y a l'exécution, il y a les études, le dimensionnement des structures. Et du côté exécution, le indice 90, on a travaillé au niveau européen pour rédiger un document guide qui donne des éléments pour requalifier les aciers de réemploi. Voilà, ce document a été publié l'année dernière. Mais maintenant, on a également un travail qui commence sur le dimensionnement des structures réalisées à partir des éléments de réemploi. C'est alors un travail qui va commencer et on va notamment réfléchir sur quelles sont aussi les imperfections éventuelles qu'on peut prendre en compte dans le calcul pour augmenter encore plus la quantité des éléments de réemploi. Là, j'ai parlé beaucoup d'évolution récente, mais il faut savoir que le réemploi, ce n'est pas une idée qui a été créée là il y a quelques années. Par exemple, ici, on a un des premiers documents qui donne des idées sur le réemploi et sur la réemployabilité, qui a été publié en 1947 en Allemagne. Bon, voilà, je pense que vous imaginez bien le contexte. Ici, la question n'était pas comment on peut réduire l'impact carbone, mais comment on peut augmenter les ressources. Voilà, en 1947. Ensuite, il y avait une petite pause dans le développement de guides et le développement a repris plutôt dans ces, 20 dernières années avec un très grand nombre de projets qui ont été réalisés au niveau national et ensuite qui sont montés au niveau européen. Et maintenant, en France, on a réussi à publier un document, je pense, assez intéressant, des règles professionnelles, des recommandations professionnelles pour le réemploi des éléments d'acier qui vont décliner un petit peu tous ces éléments aussi qu'on a au niveau européen en France. Alors maintenant, le projet Advance. Alors l'intérêt maintenant de ce projet, c'est justement de regarder tout ce qui se passe dans les différents pays pour en tirer les meilleures méthodes. Vous voyez, il y a différents partenaires, entre autres le CTICM, et ces partenaires sont assez bien distribués, je pense, en Europe pour représenter les différentes méthodes de travail. Voilà, on a des partenaires en Europe centrale, en Europe de l'Est, en Europe du Nord et en Europe du Sud. Voilà, l'objectif de ce projet, là, alors notamment les livrables qu'on va publier, on va avoir 3 guides sur des questions de réemploi. Et je vais donner quelques informations un peu plus détaillées sur le contenu juste après. On développe également une application d'analyse de cycle de vie qui prend en compte la spécificité du réemploi. Et ensuite, il y aura des workshops et différentes présentations. Alors, je parle un petit peu des guides qu'on va produire. Alors, ils sont basés sur différents projets de recherche, notamment le projet Progress, qui a été réalisé il y a 4-5 ans et qui a donné des recommandations, notamment sur des bâtiments à simple rez-de-chaussée. Et l'idée, c'est d'augmenter ces connaissances aussi et d'élargir les recommandations sur d'autres typologies, par exemple les bâtiments multi-étagés. Voilà. Comme on voit ici, la partie 1, l'idée c'est de donner plus d'éléments, aussi quelques idées sur des éléments formés à froid qui sont aujourd'hui exclus du domaine. Et voilà, on a vu aussi la question de déconstruction et on va aussi parler dans ce guide sur comment on peut réfléchir sur la déconstruction. La deuxième partie, c'est la conception pour le réemploi. Ça concernera du coup plutôt aujourd'hui comment on peut concevoir pour réemployer encore mieux demain. Dans le projet, on ne va pas développer vraiment beaucoup de solutions nouvelles, mais l'idée est d'analyser des solutions qui existent et est-ce que ces solutions sont intéressantes du point économique et écologique. Voilà, ici on a quelques exemples. On a des exemples
pour plutôt des aciers de construction et pour des éléments formés à froid. La partie 3 du guide, voilà, on va parler de la méthode d'évaluation de l'impact carbone sur le cycle de vie. Voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus en détail ici, il y a différentes méthodes qui existent. Je vais montrer un petit peu l'application qui sera développée. Voilà. Et dans le projet, on a également un assez grand nombre d'études de cas qui sont publiées en forme de fiches assez synthétiques. Voilà, que je montrerai ici. Alors, ici au milieu, c'est un peu l'aspect de la fiche. Ça va être une fiche sur 2-3 pages et cette fiche synthétise les problématiques rencontrées dans le projet et aussi qu'est-ce qu'on a appris grâce à ce projet. Voilà. Et vous voyez sur la petite carte, les projets sont un petit peu distribués partout en Europe. Voilà, pour cette dernière partie de ma présentation, je vais parler très rapidement de cette application d'analyse de cycle de vie. Alors, l'idée est qu'on a une application qui est très simple. Ça ne va pas être une application qui va donner un calcul précis de l'impact, mais l'idée est de pouvoir comparer différentes solutions entre elles. Alors, il y a une petite matrice qui montre qu'on a différents types de projets, des bâtiments, maisons individuelles, des bâtiments de bureaux, des bâtiments industriels et différentes quantités d'utilisation d'acier. Alors, des structures avec une grande utilisation d'acier, catégorie plutôt 1 et catégorie avec peu d'utilisation. Bon, nous, évidemment, on va essayer de se mettre toujours en catégorie 1 avec une bonne utilisation de l'acier, car ça a aussi un avantage environnemental. Et ensuite, à partir du choix, il y a ce qu'on appelle des macro-composantes qui représentent des dispositions constructives classiques pour cette typologie de structure. Et cette macro-composante, là, hop, je vais la montrer ici, par exemple, représente un plancher interne. Voilà, ici à droite, fabriqué avec éléments formés à froid, un plancher en bois, isolation. Et dans la macro-composante, l'impact carbone a été calculé. Et ensuite, l'outil va mettre ensemble toutes les macro-composantes pour avoir un impact global. Voilà. Et j'ai essayé d'être assez synthétique sur le projet. Comme j'ai dit, on va avoir des workshops. Alors, je fais aussi un peu de publicité. Si jamais vous êtes intéressé d'avoir encore plus d'idées sur l'application, par exemple, ou sur les études de cas ou les guides qu'on va publier, on aura le workshop final à Bruxelles le 17 juin. Et vous êtes tous invités de nous rejoindre à ce moment-là, si vous voulez. Voilà, merci. On sait en France, pour la RE 2020, les produits utilisés avec du réemploi ont un impact carbone nul. Ouais. Et quelle va être la tendance justement dans ce projet européen pour les autres pays? Est-ce qu'ils vont suivre cela? La réglementation elle est aussi poussée dans les autres pays. Hein. Exactement. Ouais. Alors aujourd'hui, c'est vrai, et Amor va en parler. En France, on a eu un contexte réglementaire particulièrement favorable au réemploi, ce qui n'est pas forcément le cas dans les autres pays. Ça c'est important de noter. Et ça me donne aussi l'occasion de reparler de l'analyse de cycle de vie. Aujourd'hui, c'est une approche, disons, qui est programmée pour l'Europe, mais on aura la possibilité, disons, d'intégrer des macro-composantes utilisateurs dans lesquelles on peut prendre en compte aussi le contexte français particulier. Dans la pratique, ça, c'est une demande qui vient du client qui est utilisée. En fait, ça s'est défini vraiment tôt dans le projet. Et comment les assureurs réagissent aussi à ce type de démarche? Oui, ça c'est une question très intéressante. Alors, je vais peut-être d'abord parler de la partie assurantielle. Aujourd'hui, et j'ai parlé très rapidement, on a publié des recommandations professionnelles qui permettent de considérer le réemploi comme une technologie courante, ce qui permet une acceptation plus facile des assureurs et une démarche peut-être plus structurée. D'accord? Et oui, je pense dans beaucoup de cas aujourd'hui en France que c'est quand même une approche réemploi
disons, qui prend de plus en plus d'importance, mais il y a beaucoup des clients qui ont cette idée de vouloir aussi réduire l'impact de leur structure. Et c'est je pense, dans beaucoup de configurations aujourd'hui, une démarche qui vient du client aussi.